Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut, Francis. Salut Mario. Ben, c'était pas dans nos sujets initialement, là, mais là, ça nous déboule dans la face au fur et à mesure. Ce que je disais il y a quelques minutes sur Bloomberg est confirmé par tous les médias du monde. La Chine qui réplique avec des tarifs de 84% sur les biens américains qui rentreraient en Chine. Les bourses européennes ont pris une débâcle. Le pre-market, là, les transactions avant ouverture, on commence à débarquer aussi aux États-Unis. Le pétrole qui est à 56 $ le baril, qui a perdu un autre 3 $. Comme dirait l'autre, ça se morpionne, là. Hein? Oui, effectivement, Mario, c'est chaque jour une nouvelle débarque, là, c'est clair. Et puis bon, il faut dire que les Chinois ont fait savoir là, de nombreuses fois dans les derniers jours qu'ils étaient prêts à arrêter tout ceci à tout moment, mais c'est vraiment à chaque fois les Américains qui en rajoutent une couche, Depuis minuit hier soir, les Américains imposent un tarif de 104% sur ce qui arrive donc aux États-Unis en provenance de la Chine. Donc, c'était assez logique là, que du 34% qui était en vigueur hier, les Chinois ont donc fait la même chose, augmenté aussi de 50%, donc à 84%. Ce que ça veut dire essentiellement, Mario, rendu là, c'est qu'il y a très, très peu de biens qui vont effectivement pouvoir être échangés entre les deux nations. Ouais, faut qu'un bien soit vraiment bon marché pour que tu le payes le double. Parce que, faisons un chiffron, des tarifs de 100%, c'est que tu payes le double. Un bien de 4 $, faut que tu en donnes un autre 4 au gouvernement, faut que tu le payes 8. Faut vraiment qu'il soit bon marché au départ pour qu'il soit encore un bon achat, là. Et ce qui veut pas dire nécessairement que les prix au détail, là, c'est-à-dire que les prix que vous et moi, on paye vont doubler parce qu'évidemment, à travers la chaîne, là, c'est une augmentation du double du prix au moment où le bien passe la douane. Parfois, il y a des opérations de valeur ajoutée, parfois, il y a évidemment des les marges coûts de transport sont pas doublés, dans ce qu'on comprend. Distributeurs, marge au détail. Mais grosso modo, là, on peut s'attendre à des augmentations de prix là, de plusieurs catégories de biens, de 30-35% là, pour les Américains. Ce qui est quand même hallucinant, Mario, c'est que là, on va se retrouver aussi dans une situation où il va y avoir une différence majeure entre les prix que payent les Américains et les prix que payent les Canadiens. Hein, parce que les Canadiens, pour l'instant, on a des tarifs sur certaines catégories de biens chinois, mais on n'a pas mis là, cette espèce de tarif délirant. Donc, par exemple, tout ce qui est microélectronique, beaucoup de vêtements, etc., on risque de voir des Américains venir au Canada cet été s'acheter des iPhones. Magasiner à cachette, c'est ça. Qui est quand même assez, on ne s'est du jamais vu. Là. Et puis, je voulais quand même t'en parler. C'était en lien avec mon premier sujet. Il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Là. Puis là, je suis un peu en anthropologue ou essayer de comprendre, mais il y a eu quelqu'un ou quelques-uns, là, puis de manière apparemment semi-automatique, des gens qui se sont mis à vendre, mais de manière massive, des bons du Trésor américain. Mais Stéphane Bureau nous en parlait tantôt, c'est la Chine. La Chine, une de ses façons de répliquer, la Chine détient beaucoup, beaucoup de la dette américaine. Et je pense que là, ils se sont mis, passez-moi l'expression, à domper sur le marché mondial les bons du Trésor américain. Là. C'est certainement la Chine qui joue ce jeu-là, mais je pense que ça n'explique pas tout, Mario, parce qu'effectivement, il y a, selon certaines sources, aussi beaucoup d'institutions américaines là, qui participent à ce mouvement-là. Ah, oui. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a une grosse crise de liquidité là, actuellement aux États-Unis. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui a un portefeuille d'actions, surtout un investisseur qui a une partie de ça qui est empruntée, hein, parce que beaucoup de grands investisseurs américains, ils travaillent avec de l'argent qui n'est pas le leur. C'est sûr que si la valeur de ton portefeuille perd 20%, comme dans les derniers mois, à un moment donné, ça se peut qu'il faut que tu rembourses des gens, puis tu n'as juste plus les liquidités. Donc, qu'est-ce que tu vends? De l'or, on a vu le prix de l'or baisser. Des bitcoins, si tu en as, on a vu le prix des bitcoins. Et ultimement, là, le dernier recours, c'est que tu vends tes bons du Trésor. Et donc, ça se pourrait qu'il y ait aussi ce phénomène-là. Et comme je l'ai expliqué, ça se peut qu'il y ait une partie de ça qui est déclenchée automatiquement, genre carrément par des ordinateurs, Mario, pour éviter que la banque, ce matin, se retrouve en défaut de liquidité là, sur son bilan. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le prix, le rendement du bon du Trésor 10 ans est passé au-dessus de 4,5% pendant la nuit. Il a un peu baissé, mais concrètement, ça veut dire, Mario, que la stratégie américaine qui visait à faire baisser le taux auquel on refinance la dette est totalement détruite actuellement. C'est un échec sur toute la ligne. Et qui plus est, ça pourrait avoir une incidence directe là, sur les ménages. Dans certains cas, ça peut vouloir dire
des augmentations assez rapides là, du taux hypothécaire que vont payer les Américains au cours des prochains mois, parce que c'est ce taux-là là, de l'obligation de 10 ans qui est en partie régi. Est-ce que la Réserve fédérale va réagir aujourd'hui? Personne ne le sait. Il y a un drôle de jeu aussi qui se passe à l'intérieur des États-Unis. M. Trump a appelé la Réserve fédérale à baisser son taux plusieurs fois. Mais M. Powell, visiblement, déteste Trump et déteste qu'on lui donne des ordres politiques, comme tous les boss de banque centrale qui veulent pas se faire dire quoi faire. Puis personne ne se l'est jamais permis, comme Trump, là, d'y donner des ordres, mais des ordres qui sont pas respectés. Là, il parle dans le vide, là. Exactement, mais encore une fois, la situation, si elle est réelle, puis que c'est comme je te dis, là, c'est arrivé, je regardais des tweets là, qui ont eu lieu à 2-3 heures du matin, là, fait que j'ai tout vu ça en me levant moi ce matin, mais selon toute vraisemblance, il y a une grosse crise de liquidité actuellement aux États-Unis, des petites PME aux grandes institutions financières qui ont juste plus de cash dans leur compte chèque, et donc ça serait pas totalement illogique en temps normaux que la Réserve fédérale intervienne pour injecter de la liquidité, puis pour ce faire, typiquement, elle baisserait son taux. Et là, c'est là où l'honneur de M. Powell qui a dit « Je n'obéirai pas au dictat de Trump », on va attendre au 7 mai la prochaine rencontre de la Réserve fédérale pour annoncer comme prévu. Est-ce qu'ils vont déclarer une baisse d'urgence aujourd'hui ou demain? Tout est possible, mais honnêtement, Mario, tout ceci est du jamais vu. Et la dernière chose dont je voulais te dire, c'est qu'actuellement, comme le taux obligataire augmente là, à 4,5 %, ben c'est sûr que si tu vois le marché boursier qui s'effondre puis que tu vois ça à 4,5 %, qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu que sors tu vas ton argent de la bourse puis tu le mets tu achètes des bons du trésor à 4. Si ça arrive à une échelle massive, parce que c'est ça que tous les acteurs économiques regardent les mêmes paramètres, ben, ça se pourrait qu'il y ait comme une fuite de capitaux du marché boursier vers le marché obligataire. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, évidemment, ça va prolonger et accentuer la déprime boursière. La déprime boursière, donc ça pourrait être une espèce de cycle infernal. C'est ce qui nous ramène au titre du National Post ce matin de l'Économiste. C'est le titre qui dit une crise économique créée par un seul homme. Là, je traduis en français, mais on est vraiment là-dedans. Bon, parlons de courtage immobilier là, chez nous au Québec, parce que le gouvernement du Québec veut donner plus de pouvoir à l'organisme qui surveille les courtiers immobiliers. On pense qu'il y a des courtiers croches là, qui doivent être surveillés davantage. Ben, on ne le pense pas, Mario. Il y en a très grand nombre, puis c'est une profession, puis il y en a d'autres, mais c'est quand même, on est loin de la théorie là, des pommes pourries. Là, je veux dire, à chaque année, il y a plusieurs dizaines de courtiers qui sont reconnus coupables d'infraction par l'OACIQ pour toutes sortes de délits. Il y en a eu énormément qui ont été popularisés. Puis évidemment, paradoxalement, des gens qu'on met en lumière dans des séries télé qui, 2 mois plus tard, se retrouvent à être des espèces de magouilleurs de professionnels. C'est un peu paradoxal. La confiance envers les courtiers immobiliers est assez faible au niveau de la population québécoise en raison de ça. Et l'OACQ, malheureusement, n'a que les moyens qu'elle a, c'est-à-dire de sanctions, par exemple, de retirer le titre, des petites pénalités. Et donc, pour moi, je vois d'un très bon œil là, qu'on donne des dents à l'OACQ, mais ça va même plus loin que ça, Mario. Il y a certains cas où on référerait carrément les parties lésées vers la cour. Là. Donc, on enlève ça de l'OACQ, puis on dit poursuivez au civil. Oui, parce que dans certains cas, il y a des victimes, là, des ménages pas riches qui s'étirent déjà le coup pour réussir à acquérir une propriété puis qui se font rouler de surcroît, là. Exactement, Mario. Puis j'ai quand même, tu sais, comme économiste, tu dis, les courtiers aujourd'hui, on le sait, depuis 10-15 ans, la valeur des propriétés a doublé. La rémunération des courtiers en pourcentage est restée la même. Donc, à effort égal, tu gagnes à peu près 2 fois plus qu'il y a 10 ans, ce qui est un peu étrange. Et pendant ce temps-là, les pénalités, elles, n'ont pas progressé ou presque. C'est-à-dire que pour avoir, un peu arnaqué le système, Mario, les pénalités actuellement sont de l'ordre de 2 000, 2 500 $, sachant que sur une maison à 500 000, à 1 million de $, un courtier peut se faire 20, 25, 30 000 $ de rétribution. Tu comprends que tu es quasiment incité à fourrer le système parce que tu vas payer la petite pénalité de 2 000 $ puis tu vas te faire 30 000 de l'autre. Donc là, ce que la loi prévoit, c'est qu'on va aussi augmenter les pénalités à 50 000 à 62 500 $ selon le nombre d'infractions qui sont commises. Et si ça va, comme je le disais en cours, ça peut aller jusqu'à 150 000 $, Mario, ce qui est réclamé aux courtiers. On va aussi, notamment, en fait, c'est ce qui est prévu, interdire à certaines personnes qui ont des dossiers criminels, même en dehors du domaine du courtage. Là, on peut penser à toutes sortes de crimes, abus sexuels, etc. On pourrait interdire à ces individus-là même d'exercer le métier de courtier. Donc, c'est un gros nettoyage là, qu'on entreprend dans ce métier-là.
l'association des courtiers n'est pas super contente. Tu peux l'imaginer, Mario. Ils n'ont pas été consultés, là, selon leur dire. J'ose croire quand même qu'il va y avoir des mémoires qui vont être déposées. Le projet de loi est loin d'être adopté. Exactement. Donc, ils auront leur droit de parole plus tard dans le processus. Mais j'entends ton propos que c'est une discussion importante à avoir à l'Assemblée nationale, selon toi. Merci, Francis. Exact. À demain. À demain.